Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, je suis avec Maître Gary. Maître Gary, bonjour. Vous êtes le bâtonnier au barreau de Toulon et vous êtes venu pousser un coup de gueule et nous informer, nous justiciables, sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. Absolument, merci de me recevoir. Effectivement, je souhaitais pouvoir dire à quel point aujourd'hui nos concitoyens sont en danger par rapport à la réforme qui est en cours, qui est en train d'être discutée actuellement à l'Assemblée et au Sénat, et qui porte sur notamment un des points très importants qui est le secret professionnel. Alors, il y a un contexte, hein, on le sait, le garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, travaille avec de grandes équipes sur un projet de loi pour rendre la confiance dans l'institution judiciaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a visiblement des motions, des amendements qui sont proposés. Alors c'est exactement ça. Notre garde des Sceaux est un ancien avocat, pénaliste, qui a fait une belle carrière et qui avait donc, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions pendant une trentaine d'années, pu constater, notamment en matière pénale, qu'il y avait des choses largement perfectibles dans notre code à la fois pénal et de procédure pénale. Donc, ce premier constat, ajouté à un constat suivant lequel les Français, ça c'est, j'allais dire, les sondages et les statistiques par rapport à la manière dont fonctionne notre justice, le second constat était que la pauvre justice française marche mal. Alors nous savons, les avocats, que c'est par manque de moyens, essentiellement, mais pas que ça. Et donc, le garde des Sceaux a décidé de produire une loi qui s'appelle Confiance, rétablissement de la confiance dans l'institution judiciaire, pour essayer justement d'améliorer l'image de marque de la justice française auprès de nos concitoyens. Et les bonnes pratiques, c'est d'ailleurs un peu votre métier en tant que bâtonnier. Comment on pourrait expliquer votre poste de bâtonnier aux personnes qui nous écoutent? Alors, le bâtonnier, en réalité, représente les avocats en France sont constitués en barreaux. Il y a un barreau par tribunal. Le barreau, c'est un ensemble d'avocats qui sont, on va dire, dirigés par un conseil de l'ordre, et ce conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier. Ce bâtonnier règle, dans le cadre de ses fonctions, c'est en gros le chef des avocats, voilà, pendant une période de 2 ans. Il est élu par l'ensemble de ses confrères et il va régler les conflits qui peuvent exister entre avocats, les conflits qui peuvent exister entre les justiciables et les avocats, sur des questions notamment d'honoraires, mais encore sur des questions de déontologie. Et le bâtonnier est également, donc au-delà de cette fonction euh, qu'il occupe beaucoup de temps dans la semaine, il est également une autorité de poursuite disciplinaire à l'égard de ses confrères lorsqu'il y a des manquements déontologiques. Et enfin, le bâtonnier représente le barreau, c'est-à-dire l'ordre dont il est le dirigeant, en quelque sorte. Il le représente vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de tous les corps constitués, notamment le tribunal, avec qui il est en relation. Et donc, lorsqu'on a une relation avec le tribunal, elle se fait par l'intermédiaire du bâtonnier. Donc c'est votre quotidien, de veiller à ce que la déontologie, des avocats soit respectée, en tout cas dans votre barreau. Et justement, vous êtes venu nous informer parce que dans le cadre donc de cette loi confiance et de tout le travail qui est mené, il y a quelque chose qui vous a interpellé, qui vous inquiète. C'est une motion qui touche au secret professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans l'ordre, les étapes qui vous ont amené à venir ici nous en parler, nous informer? Bien entendu, il faut savoir que la profession s'est totalement mobilisée à partir du moment où nous avons vu, c'est notre métier, hein, nous avons vu les dangers que pouvait présenter un texte qui avait été proposé dans le cadre de la navette parlementaire entre l'Assemblée et le Sénat. Le secret professionnel existe dans toutes les démocraties, il est absolu, il protège non pas l'avocat, mais il protège le client. Je vous en dirai un mot ensuite, mais vous allez comprendre pourquoi nous nous sommes inquiétés. Et pourquoi nous sommes dans une opposition totale à cette situation dans laquelle nous nous trouvons, de voir le secret professionnel purement et simplement disparaître. Ce qui s'est passé, c'est que cette loi, donc portée par Dupond-Moretti, il avait annoncé depuis le départ qu'il allait sanctuariser le secret professionnel. Parce qu'il sait à quel point le secret professionnel, c'est-à-dire le caractère secret absolu de l'échange entre un client, un justiciable, un citoyen et son avocat. S'il n'y a pas de secret, il ne peut pas y avoir de défense libre. Or, le marqueur de toutes les démocraties, c'est justement
la liberté de la défense et le respect de ce secret. Que vous preniez des pays totalitaires de tous les côtés de la planète, de tous les bords politiques, ça commence toujours par une disparition du secret, c'est-à-dire l'impossibilité pour ceux qui sont opposants, par exemple, à pouvoir se défendre librement et avoir des avocats avec qui ils sont libres de discuter, d'échanger et ensuite de pouvoir présenter une défense. Bon, l'étape supérieure, c'est on poursuit les avocats parce qu'ils défendent l'un ou l'autre. On n'en est pas là, Dieu merci. Mais en tout cas, on est quand même la France, un pays démocratique. Donc, le garde des Sceaux avait indiqué qu'il allait absolument sanctuariser le secret professionnel, évidemment, puisque pendant sa carrière, il a été le premier notamment à s'opposer et violemment lorsque, par exemple, il y avait dans des dossiers, puisqu'il faisait du pénal, lorsqu'il y avait par exemple dans des dossiers des écoutes téléphoniques entre un avocat et son client qui étaient saisies et qui étaient mises dans la procédure. Il avait raison de protester Oui, véhémentement. c'est pas recevable. En tout cas, c'est inadmissible puisque Mmh. on venait porter atteinte à cette liberté d'échange entre l'avocat et le client. Le dossier est parti au niveau une fois qu'il est passé devant l'Assemblée nationale, il est parti au Sénat. Et là, au Sénat, curieusement, 2 sénateurs ont proposé un amendement qui revenait à priver en matière, on va dire, fiscale et tout ce qui concerne le blanchiment, venait à priver le Conseil de tout secret. C'est-à-dire quand dans une affaire, on découvre qu'il Quand y a dans du une affaire, blanchiment. quand par exemple dans une affaire qui est ouverte, il y a une infraction de type blanchiment ou de type fraude fiscale, Oui. les services enquêteurs ont la possibilité d'aller dans un cabinet d'avocats pour récupérer tous les documents. Et donc de découvrir des Bah, de choses, découvrir des choses ou pas toutes d'ailleurs. catégories confondues ou pas De d'ailleurs? découvrir des choses ou pas, mais si vous voulez, la dérive que nous connaissons, nous professionnels, et le garde des Sceaux qui est un homme madré et qui a été confronté à des pratiques pour le moins discutables. Il faut se souvenir qu'il avait parlé des petits arrangements entre amis, hein, dans le cadre de certaines procédures. Donc, parfois, la tentation, puisque le secret, il protège, non pas l'avocat, je le redis, mais il protège le justiciable. Vous avez parfois, au niveau de l'État, des gens mal intentionnés ou qui ont des arrière-pensées politiques ou autres, qui vont décider de créer de manière artificielle, d'ouvrir de manière artificielle une procédure dans laquelle on va mettre une de ces infractions, imaginons fraude fiscale ou complicité de fraude fiscale, et grâce à simplement cet intitulé, on a la possibilité, si vous permettez l'expression, d'aller faire son marché dans les pièces qui se trouvent dans le cabinet de l'avocat. Ouais, Et le ensuite, secret tombe. le secret tombe. Donc, nous avons dit, ça n'est pas normal. Nous sommes déjà en protestation contre la tentation du parquet national et surtout de Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances, depuis des années, d'essayer de faire passer des textes au terme desquels, lorsque, en matière fiscale, un avocat conseille et crée avec son client ou pour son client des montages de société, que ces montages de société soient portés à la connaissance préalablement de l'administration. Ce qui est quand même extraordinaire, puisque on présume que l'avocat va être complice de fraude. Donc, ça n'est jamais passé. Ça n'est jamais passé. Et là, comme par hasard, ça revient par la porte, ça n'a pas été accepté, et ça revient par la petite fenêtre de la salle de bain, on va dire. Et on nous produit cet amendement qui met à néant en matière de conseil le secret professionnel. Alors c'est grave parce que autant on peut se dire bon dans une affaire où la personne est coupable, après tout, si on trouve, on trouve. Mais c'est grave sur le principe, sur la philosophie de ce que représente le secret professionnel dans votre métier. Si on le transpose à la médecine ou, à d'autres secrets professionnels, on pense notamment à celui des prêtres, c'est vrai qu'on se dit: «C'est la philosophie du secret qui doit être protégée absolument». Alors oui, d'abord il y a la philosophie du secret, mais ce qui est encore plus grave, c'est que dans le cheminement de la contestation qui a été émise par les avocats de manière brutale, totale et nationale, hein, Oui, vous êtes plutôt unanime sur elle la est question. totalement. C'est la pierre angulaire de la possibilité de défendre et de conseiller des gens. Librement, oui. C'est la pierre angulaire d'une démocratie, le secret professionnel. C'est comme si on retirait le secret des urnes, par exemple. On se dirait: «Ben, on Oui, n'est plus libre de on est voter». dans le même schéma, vous avez totalement raison, ou que l'on vous retire le secret médical. Oui. Si demain, on affiche, on est obligé ou on n'a plus la possibilité de cacher, par exemple, qu'on est alcoolique et qu'on a un problème de foie, ou que l'on a le sida, ou qu'on a eu un cancer, personne ne le comprendrait. Bon,
c'est bien beau de vouloir prôner la transparence, mais à un moment donné, il faut que cette transparence, elle s'arrête là où sont les libertés et là où il y a le respect des libertés essentielles, fondamentales. Le secret, c'est l'égalité. Le secret, c'est C'est la l'égalité, liberté. mais c'est aussi la liberté de pouvoir être défendu. Oui. Ce qui nous a inquiétés plus encore, c'est que dans le cadre du règlement du Parlement, de l'Assemblée et du Sénat, quand il y a un conflit entre les deux, est réunie une commission paritaire mixte qui va essayer de trouver un terrain d'entente pour présenter un texte ensuite qui est, on va dire, la concorde générale à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Là, Et c'est le cas. Vous là, c'est avez le cas, saisi. et c'est pas nous qui la saisissons, c'est à partir du moment où ils estiment qu'il y a une difficulté, cette commission arbitre Oui. lorsqu'il y a une opposition entre un amendement du Sénat avec un texte de loi proposé, enfin qui a été discuté en première lecture à l'Assemblée nationale. Or là, catastrophe absolue. Ils n'ont pas mesuré, à mon avis, la portée de cette rédaction que je vais qualifier de hasardeuse. L'article 56 futur dans la loi, qui sera l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale, sur le secret professionnel, comporte un deuxième alinéa qui est encore plus mortifère pour la liberté. C'est-à-dire qu'il crée une notion de manipulation de l'avocat par son client pour commettre à terme une infraction. Alors, je vous le résume parce que la manière dont c'est écrit est beaucoup plus alambiquée. Mais, en gros, ça signifie que pour toute infraction, non plus simplement pour des infractions en matière fiscale, mais pour toute infraction, à partir du moment où on a le sentiment que l'avocat, par les conseils qu'il a donnés, a pu être utilisé d'une manière ou d'une autre par un client, le secret tombe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de secret du tout. Je prends un exemple que tout le monde va comprendre. Vous êtes dans une situation où vous êtes en délicatesse dans votre couple, vous venez consulter un avocat pour un divorce. L'avocat vous explique comment ça va se passer et à l'occasion de la consultation, vous lui dites mais on a un patrimoine immobilier, il va falloir qu'on gère ce patrimoine immobilier dans le cadre du divorce, comment ça va se passer? Et notamment, on a acheté une grosse maison il y a une dizaine d'années et mes parents m'ont prêté 200 000 euros, je voudrais les récupérer. On n'est pas forcément en mesure de pouvoir donner l'information tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a besoin notamment d'avoir les actes, comment l'acte notarié a été rédigé, donc on demande au client de donner les éléments, et puis on lui fait une consultation. On lui dit, voilà, malheureusement, il y a 15 ans, vous étiez amoureux, vous n'avez pas pris conseil, et vous avez acheté la maison avec les 200 000 euros de vos parents, sans prendre la précaution de mentionner que ce sont des fonds propres que vous aurez la possibilité de récupérer en cas de divorce. Donc, malheureusement, monsieur, on est désolé, mais vos 200 000 euros, ils sont perdus, vous les partagerez avec madame le jour où vous vendrez la maison. 3 mois après, on trouve madame morte dans sa baignoire, avec un coup sur la tête. On soupçonne évidemment le mari, puisqu'il était en instance de divorce. À ce moment-là, il y a une procédure qui est ouverte pour homicide involontaire, peut-être suicide, mais peut-être crime aussi, assassinat, puisque c'est avec préméditation dans ce cas-là. Et on a donc l'alinéa 2 qui va s'appliquer. On est sur une infraction. On ne peut pas reprocher évidemment à l'avocat d'avoir prévu que madame allait être noyée ou oxy avec un coup sur la tête dans la baignoire. Et en revanche, on va pouvoir dire, ben voilà, écoutez, il y a une infraction. Votre avocat, il a peut-être été manipulé par les informations que vous lui avez demandées, mais nous, maintenant, on peut aller saisir dans le cadre de l'enquête l'ensemble des documents dans le cabinet de l'avocat. Une fois que ces documents sont saisis, évidemment, va être pris connaissance de la consultation et on va dire à ce monsieur, mais monsieur, le mobile, il est là. Et donc, on est jugé coupable avant Vous même avez d'avoir perdu eu 200 000 euros. Mais le procès. problème, c'est que c'est extrêmement grave. Parce que dans toutes les démocraties, dans tous les États libres, un des critères, c'est justement la possibilité d'avoir ce secret Avoir un de la procès défense libre. libre et équitable, mais avec une défense qui soit une défense sans aucune équivoque quant à la possibilité pour un justiciable, quelle que soit la matière, de pouvoir s'exprimer librement avec son avocat sans crainte. C'est un des marqueurs de la démocratie. Ce texte met à néant, vous le voyez bien, ce texte met à néant ce principe-là. Et il va, sur le plan philosophique, comme vous le disiez, on ne va pas faire de la philosophie de comptoir, mais quand même, paradoxalement, c'est extraordinaire. Si vous regardez, un chef d'entreprise, un commerçant, un particulier, qui va frauder le fisc, il n'aura pas droit au secret professionnel de son avocat. C'est-à-dire qu'on pourra aller chercher tous les documents.
En revanche, un tueur en série, un braqueur, lui, il a le droit au secret professionnel absolu. C'est-à-dire que la police, les enquêteurs ne pourront jamais, dans ce cas-là, venir dans le cabinet d'avocat récupérer des documents. Oui, parce que ça ne concerne pas la fiscalité, Donc, ni on est bien dans un système qui est quand même complètement aberrant, oui, où, parce que l'État estime que la valeur la plus importante pour lui, c'est la fraude fiscale ou le oui, blanchiment, il va porter atteinte à des droits fondamentaux qui sont ceux de la défense pour des gens qui sont en délicatesse avec l'administration fiscale, mais en revanche, il va continuer à être d'accord pour qu'un tueur en série, un un assassin, violeur. un violeur puisse, lui, bénéficier du secret le plus absolu. Bien sûr que le violeur, l'assassin, doit bénéficier, parce qu'on est dans une démocratie, du secret le plus absolu. Bien sûr. Mais pourquoi en priver nos autres concitoyens? Donc, si vous voulez, les avocats aujourd'hui ne sont absolument pas, parce qu'on entend des arguments d'une démagogie extrême, oui, les avocats sont complices de la fraude fiscale, etc. Mais c'est une honte d'entendre ce type d'argument proféré par certains politiques. Pourquoi? Parce que si un avocat commet ou aide à la commission d'une infraction, les avocats ne sont pas au-dessus des lois. Les Il y a un avocats, bâtonnier pour ça. mais bien sûr, mais Oui, au-delà de ça, le bâtonnier, c'est sur le plan déontologique. Mais au-delà de ça, si un avocat se rend complice avec quelqu'un qui peut être son client d'infraction, mais il est poursuivi et il est redevable de compte vis-à-vis de la justice pénale au même titre que n'importe quel citoyen. bien En sûr. revanche, là où il ne faut pas confondre les choses, c'est lorsque l'avocat est dans l'exercice de son métier de défense ou de conseil, là, le secret est absolu parce qu'il ne protège pas l'avocat. Il protège le justiciable, il protège le citoyen. Donc, si vous voulez, cette différence-là, elle est fondamentale. Bien sûr. Et maître, où on en est alors? Qu'est-ce qui va se passer maintenant autour de cette loi? Alors, la profession est totalement mobilisée. Il faut bien avoir à l'esprit que lorsque nous avons eu la réforme des retraites, nous nous sommes mobilisés en faisant une grève dure. Cette grève, elle n'avait pas pour but simplement que de défendre le précaré des avocats. Nous avons expliqué, et je crois que le gouvernement l'avait au moins chez nous compris. D'abord, nous ne faisons pas partie des régimes spéciaux, donc nous sommes un régime autonome, donc nous ne coûtons rien à personne, et au contraire, on donne de l'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros par an à la solidarité nationale. Mais ce qui était très grave pour nous, c'était que cette augmentation considérable des cotisations allait aboutir à la disparition de nombreux avocats, et ces avocats maillent le territoire. Et la finalité pour nous de cette grève aussi, c'était de dire ne touchez pas à notre régime autonome, mais attention, en faisant ce que vous faites, vous allez faire disparaître des quantités d'avocats qui économiquement ne pourront pas faire face, et vous allez venir restreindre le maillage territorial et l'accès des justiciables à la justice, Oui, parce qu'elle se fait, qu'on le veuille ou non, par l'intermédiaire des avocats. oui. Là où il n'y a pas d'avocats, c'est beaucoup plus compliqué d'aller saisir la justice. Et Donc donc, vous envisagez une grève là alors, aujourd'hui? on n'envisage rien pour le moment, mais vous comprenez bien que si nous avons manifesté comme cela pour la réforme des retraites et les conséquences qu'elle entraînait sur le maillage et l'existence des avocats, sur le secret professionnel, c'est la mère des batailles. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même des gens de principe. Nous sommes une profession libérale, mais nous sommes des gens de principe. La liberté, la démocratie, ces choses-là que les avocats défendent à travers leurs clients de manière permanente, nous tiennent à cœur. Et si demain vous n'avez plus d'avocats, ou si demain vous n'avez plus d'avocats libres, on n'est plus dans une démocratie. Donc il faut quand même que tout le monde le comprenne. Notre combat là, il n'est absolument pas pour nous. On risque rien. Le secret professionnel disparaît, ça ne changera rien pour les avocats. En revanche, pour nos concitoyens, c'est une catastrophe. Et est-ce que nous, on Imaginez, peut se saisir de ça? mais vous pouvez Est-ce vous qu'on saisir peut de parler ça. à son sénateur, son Vous pouvez parler, député? mais de toute façon, imaginez-vous ce qui se passerait si demain, c'est ce que je disais, on est dans la transparence aujourd'hui. La mode, c'est la transparence, la transparence. Mais la transparence, elle a des limites. Le secret médical, si demain il disparaît, vous avez la France entière qui se met debout. Le secret de la confession en matière religieuse, c'est un peu différent. C'est la libération de sa conscience. Les prêtres ont été pas très malins, je crois, en tout cas peu inspirés, en disant que le secret était au-dessus des lois. Il n'est pas du tout de cette nature-là. Là, c'est un problème de conscience. Un catholique ou un chrétien, s'il a commis un délit ou un crime grave, normalement, il doit, pour expier, il doit avouer. Bon.
Donc c'est un secret qui est complètement différent. Oui. C'est un secret qui est un secret intime, que l'on partage avec quelqu'un, mais qui n'a pas de conséquences. Le secret médical, le secret professionnel des avocats, ce sont des secrets qui peuvent avoir des conséquences graves pour le secret médical, mais qui ont des conséquences encore plus importantes. C'est pour ça qu'il doit demeurer absolu et indivisible pour les avocats. C'est que ce secret, il peut avoir des conséquences Sur la vie, sur énormes l'ensemble de la vie, sur la bien vie sûr, de tous vie les jours sociale. et sur aussi la notion de liberté. Bien sûr, mais je pense que c'est très clair. Alors, c'est vrai que ça peut nous sembler loin, nous, en tant que justiciables. On se dit: «Comment agir là-dessus? Comment faire entendre aussi, notre regard?» Est-ce que là, aujourd'hui, on est au stade parlementaire, c'est-à-dire que c'est Exactement. discuté, au Sénat, à l'Assemblée et donc il faut suivre cette affaire de près. En tout cas, merci de nous avoir, informés. C'est toujours très intéressant de savoir ce qui se passe, dans les institutions de l'État. On n'est pas toujours au courant, en tant que citoyen. Merci de nous avoir informés et tenez-nous au courant de l'avancée de ce dossier. Je vais vous tenir au courant rapidement parce que le garde des Sceaux a quand même compris la difficulté. Une commission avec des avocats a été réunie pour justement réécrire ou en tout cas maintenir ce secret comme il l'est, c'est-à-dire absolu et indivisible dans la défense et le conseil. Ça devrait évoluer dans la semaine qui vient et notamment au niveau de nos instances nationales. Il y a une mobilisation qui est prévue à partir de la semaine prochaine si nous n'arrivons pas à ce que ce droit fondamental soit maintenu en France, ce qui serait quand même, on va le dire, un comble dans le pays des droits de l'homme, que l'on se retrouve dans une situation où le secret professionnel est moins respecté que dans certaines Pays contrées, autoritaires, oui, mais dans oui, certaines contrées d'Amérique latine ou dans certains pays africains où on se plaint et où la France va donner des leçons de de démocratie et de démocratie. morale, et qu'en France, on se retrouve dans une situation comme celle-là, ça serait quand même un comble, je n'ose même pas l'imaginer. Merci Merci en beaucoup tout cas. maître et c'est Merci à beaucoup à vous. suivre sur Info 83. À très bientôt. Merci.